minutes, c'est l'heure de 64 débats. La mission Epsilon va-t-elle battre tous les records? Sophie Adno sera en tout cas de la partie. L'astronaute va devenir la deuxième Française de l'histoire à se rendre dans l'espace. Avec nous pour en parler, Marc Dana, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, auteur de la biographie intitulée Sophie Adno, de la Terre aux étoiles. Très beau titre, préface de Claudie Aigneret, dont on va parler évidemment, édition du Rocher. Emmanuel Tulliez, responsable des opérations Vol Habité, CADMOS au SNES, le Centre national d'études spatiales. Merci beaucoup d'être avec nous. Le CADMOS, c'est le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Faux départ donc pour Sophie Adno, les astronautes américains Jessica Meir et Jacques Attaway, ainsi que le cosmonaute russe Andrei Fedeïev. Il devait partir demain matin. Pour cause de météo capricieuse, ce sera au plus tôt après demain. Pour commencer avec vous, Marc Dana, pour Sophie Adno, ça représente quoi, cette mission Epsilon? Ça représente tout d'abord, évidemment, le rêve de toujours, le rêve de son enfance, qui est né très tôt, aux alentours de 8 ans. Ça représente aussi une grande obstination, une très grande détermination. Ça représente la confiance de ses proches, de sa famille, qui lui ont dit ça va être extrêmement difficile, mais il faut que tu y crois. Il faut faire le nécessaire. Ça représente des obstacles qu'elle a su contourner. Ça représente même parfois des semi-échecs, comme initialement, elle a postulé à Polytechnique. Ça s'est pas bien passé. Finalement, elle a quand même fait Isae Sup Aéro avec brio, qui est quand même l'école d'ingénieurs aéronautiques de Toulouse, d'où sont sortis de grands astronautes comme Thomas Pesquet, comme le réserviste français Arnaud Prost, comme même l'italien Luca Parmitano. Ça représente le semi-échec d'avoir candidaté dans un premier temps à la sélection d'astronautes de 2008 et de ne pas avoir été prise, mais parce qu'elle était vraiment beaucoup trop jeune. Et elle a jeune. été retenue en 2022, la lieutenant-colonel Sophie Adno. Elle a été choisie parmi 22 000 candidats pour rejoindre 22 le corps des 500 astronautes. même, 22 500. 500 déjà, moi je veux bien postuler sur 500, j'ai peu de chance. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et puis, c'était un marathon aussi. C'était quasiment 18 mois où, d'étape en étape, il fallait se concentrer tout en continuant sa carrière militaire, parce qu'elle était pilote d'essai d'hélicoptère. Elle avait fait appel pour cela un coach mental venu du sportif, du milieu sportif, qui avait souvent dans son parcours, que ce soit avec des équipes de rugby ou avec des navigateurs, il avait transformé, en les encadrant, en les coachant, des espèces de poulies d'or, j'allais dire, des finalistes éternels en vainqueurs. Et comme elle adore la voile et l'exploration, elle a pris contact avec lui pour qu'il l'emmène vers cette sélection pendant 18 mois. Et quelque part, je crois qu'elle a toujours senti qu'elle y arriverait. Ouais, et on le voit dans votre livre, une bosseuse. Elle travaille énormément. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, Sophie Adno. C'était le mois dernier. Voici dans quel état d'esprit elle aborde cette mission. Je me souviens très bien du premier lancement de Claudie Aigneret. J'avais 14 ans et ce jour-là, ça a fait tilt dans mon esprit. Elle était la première femme astronaute française à aller dans l'espace, alors qu'avant, il n'y avait que des hommes. Et quand on est adolescent, on cherche juste des sources d'inspiration. Et si quelqu'un l'a déjà fait, ça fait tilt dans votre esprit et vous vous dites « Et oui, si une femme l'a déjà fait, alors pourquoi pas moi ?» Voilà, pourquoi pas moi? Là, c'est le bel hommage à Claudie Aigneret. Écoutez maintenant son état d'esprit. Ce que je ressens principalement, c'est que je suis sereine. Sereine sur une mission qui va être belle. On est bien préparé. Je suis concentrée également. Voilà, juste peut-être sur ses forces pour cette mission, quelles vont être dans un instant. Je demanderai quel est le grand enjeu de cette mission à Emmanuel Tulliez. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à cette agence spatiale européenne qu'elle a rejoint et à cette mission aux côtés de deux Américains et d'un Russe? Déjà, elle a le fait d'être une Européenne. Ouais. Voilà. Ensuite, mais qui a eu moins de temps de préparation, vous le dites.
Alors, et que c'est un en record. plus, effectivement, cette spécificité à cette mission Epsilon tient déjà au fait que de toute façon, elle allait être affectée de façon extrêmement rapide. Elle a été à peine diplômée le 22 avril 2024 au terme d'une année d'entraînement de base, comme on dit, au Centre européen des astronautes de Cologne, qu'immédiatement, on savait qu'elle allait être affectée à une mission pour tout un tas de raisons politiques, d'investissement de la part de la France, mais aussi son âge, tout simplement. Et ensuite, elle s'est retrouvée avec un temps de préparation qui est un record au niveau de l'histoire des astronautes européens. En plus de cela, on a eu ce problème avec l'équipage qui était à peine arrivé sur l'ISS, le Crew 11, dont un des membres s'est retrouvé suffisamment souffrant pour devoir redescendre avec ses coéquipiers sur Terre. Donc là, au moment où on parle, l'ISS est un petit peu en sous-régime. Il n'y a que 3 astronautes et cosmonautes, et par conséquent, on a anticipé encore un peu plus cette date de décollage, qui donc devrait partir vraisemblablement, on l'espère, vendredi à 11h15. Emmanuel Tullier, vous allez suivre évidemment avec attention cette mission Epsilon. Quel est l'enjeu? À quoi va servir? À quoi doit servir cette mission? Alors, tout comme toutes les missions spatiales des astronautes, elles vont servir à la fois à pouvoir produire de la science que l'on ne sait pas exécuter sur Terre, c'est-à-dire que les conditions terrestres perturbent ou annihilent les capacités les capacités de certaines expériences spatiales. Donc, la station spatiale est un environnement qui nous permet d'exécuter cette science que l'on ne saurait pas faire sur Terre dans les mêmes conditions. Ensuite, elle va exécuter aussi un certain nombre d'expériences qui vont qui permettent de préparer l'exploration future, de mieux comprendre comment le corps d'un astronaute notamment réagit en micropesanteur pour des séjours plus longs, parce que on l'a pas cité encore, mais elle va faire un séjour qui va durer au moins 8 mois, entre 8 et 9 mois la durée de sa mission, ce qui Au est lieu très long. Au lieu de 6, pourquoi c'est plus long d'ailleurs? Le thème de ce débat, c'est vers tous les records, c'en est déjà un, si effectivement il atteint les 8 mois passés? Oui, c'est en fait les rotations de véhicules et d'équipage côté décidées par la NASA qui font que les missions sont dorénavant plus longues. D'accord. Ils ont étendu à 8-9 mois au lieu de 6, oui, c'est ça. Ouais. Et poursuivez, donc vous disiez d'abord il y a ce temps-là, oui. Voilà, il y a donc la première partie qui est vraiment de pouvoir produire des résultats scientifiques sur des expériences. La seconde, c'est préparer l'exploration future plus lointaine. Et puis un troisième volet que l'on met toujours dans les programmes français pour les missions de nos astronautes, qui est un volet éducation dans lequel elle va essayer de faire germer des graines dans la station spatiale internationale, et il y aura 4000 écoles à travers la France qui vont réaliser la même expérience, des écoliers de toutes les catégories d'âge qui vont faire la même expérience et pouvoir comparer ainsi les résultats qu'ils obtiennent sur Terre avec ceux obtenus par Sophia Dono dans l'ISS. Ouais, alors, tous les records, dites-vous peut-être, celui de 8 mois, quasiment 9 mois peut-être, elle va passer dans l'espace avec ses collègues. Marc Dana, quel autre record potentiel pour cette astronaute? Je voudrais juste rebondir sur l'expérience Chloris, donc, qui est partagée avec l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais en tout cas avec différents types d'âge. C'est un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le CNES parvient à lancer des expériences en même temps que ces astronautes. Je pense notamment à Élève ton blob avec Thomas Pesquet. Cette fois-ci, on a Chloris avec Sophie Adno. Et à chaque fois, l'objectif est d'inspirer des enfants, des adolescents. Comme elle-même dit avoir été inspirée par Claudie Aigneret. Hein, voilà. Et ensuite, c'est comme ça qu'elle voit sa médiatisation. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne recherche pas du tout cette médiatisation. Bien au contraire, on dit même, certains astronautes la considèrent presque comme Thomas Pesquet. En revanche, ce qu'elle voit à travers cette médiatisation, c'est de bénéficier ce dont elle a bénéficié elle-même, notamment par Claudie Aigneret, mais aussi beaucoup d'autres, hein, Marie Curie, Valérie André, Jacqueline Auriol, d'inspiratrices qui vont justement amener les jeunes filles aussi vers les sciences. Emmanuel Tullier, j'aimerais parler avec vous de l'eau. Il est question aussi de purification de l'eau. Ça peut aider ces missions spatiales?
Oui, oui, bien sûr, on a toujours des expériences, on a régulièrement des expériences dans ce domaine-là qui permettent de retraiter, de voir quels sont les systèmes qui permettraient de retraiter de manière plus efficace l'eau, parce que l'eau utilisée à bord est recyclée à plus de 90%. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour les astronautes à bord de la station. Ouais. Sur cette question, vous avez un chapitre où vous revenez sur ces questions-là, Marc Dana. Vous vouliez réagir peut-être. Alors le téflon, c'est vrai qu'on en parlait un peu avant l'émission. C'est un peu controversé, c'est un peu même beaucoup sur la matière. Oui. Vous, on va dire, l'innovation du quotidien qui vous paraît la plus belle peut-être. Écoutez, effectivement, le téflon, ça peut tuer si on l'utilise mal. En revanche, sur l'ISS, on sauve des vies. C'est un laboratoire. C'est pas plus que ça. C'est pas un endroit où on flotte pour jouer du saxo et pour faire de belles images. C'est essentiellement un laboratoire, et c'est ce sur quoi travaillent nos Français qui font des super expériences. Il va y en avoir 7 nouvelles envoyées qui sont déjà à bord sur l'ISS et sur lesquels va travailler Sophie Adno. Mais il y a l'avancée générale, c'est la science. Peut-être la principale, enfin je ne suis pas expert en la matière, je dirais que c'est avant tout la médecine. Parce que le corps, ils sont utilisés comme des cobayes. Le corps humain en microgravité vraiment souffre beaucoup. On vieillit vraiment très prématurément, que ce soit la densité osseuse, la densité des muscles. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait 2 à 3 heures de sport par jour. Et du coup, on travaille sur ces corps pour lutter contre les maladies comme l'ostéoporose, toutes les maladies liées au vieillissement, mais aussi au cancer. Il y a eu énormément de documentation qui a été publiée suite à ces 25 années de présence de l'homme à bord de l'ISS. Et donc décollage prévu, si tout va bien, en fin de semaine, dit-on, de Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis. Merci beaucoup, Marc Dana. Sophie Adno de La Terre aux Étoiles, préface de Claudie Aigneret, donc c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Tuillet, d'avoir été avec nous en direct ce soir du CNES, le Centre national d'études spatiales. Merci beaucoup.